Avant de sauter tout de suite dans le vif de la conférence, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Mme Shauna Burke? Il y a pas de, c'est la première Québécoise à avoir escaladé l'Everest en 2005. Et la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a deux mots ou expressions que j'ai entendus plusieurs fois aujourd'hui que, en fait, j'ai banni de vos vocabulaire, puis je voulais partager avec vous. Un de ces mots-là, c'est sensibiliser, puis l'autre, c'est faire attention. Quelqu'un a parlé tantôt, faire attention. C'est des choses, des mots qu'on utilise quand on veut se déresponsabiliser. Puis pourquoi je vous parle de Mme Burke? C'est parce que quand elle a réussi à escalader l'Everest, ça, j'avais lu ça, c'est une histoire vraie. Tu es en haut, tu es content, tu descends. Je pense que le dernier camp de base, c'est le camp de base 5. Tu prends le téléphone satellite, tu appelles tout le monde, party, on a réussi. On a réussi. La dernière personne à qui elle a parlé avant de descendre la montagne, c'était sa mère. Puis la dernière chose que sa mère lui a dit avant de descendre, c'est fais attention en descendant. Là. OK? Ça, pour moi, c'est de la sensibilisation. La raison pour laquelle elle ne s'est pas tuée en descendant ni en montant, parce qu'en passant, il y a quasiment autant de monde qui meurt en descendant qu'en montant, c'est parce que l'Everest n'était pas sa première montagne. OK? Elle en a fait d'autres avant, peut-être commencer avec le Mont-Bruno, le Mont-Saint-Hilaire, puis après ça, on grandit vers le reste. Elle était bien entourée, était bien équipée, puis était préparée, puis en forme. Donc, c'est ça qui a fait qu'elle ne s'est pas tuée. Ce n'est pas par sa mère, il a dit fais attention. Fait que, si quelqu'un dit fais attention, c'est habituellement, quand je dis je vais faire attention, c'est que ton cerveau reconnaît un danger, mais tu as décidé de passer outre. Je vais faire attention. Tu es capable de garder un focus quelques secondes, mais tu ne peux pas être focus, faire attention pendant 15 minutes. Tu sais, je suis sur le bord ici, là, je fais attention. Je reconnais qu'il y a un danger, mais si je reste ici toute la conférence, je vais finir par ça quelqu'un en bas. Fait que je vais me reculer un petit peu. Et de la sensibilisation, j'utilise pas ce mot-là, j'essaie de le bannir parce que ça ne veut rien dire. Soit on forme, soit on informe. Si on décide de former les gens, on est structuré, on a un but, puis on évalue les compétences. Puis si on informe, c'est de l'information, puis je ne m'attends à rien de ta part. Mais quand on sensibilise les gens, c'est un peu une façon de dire, je vais te former, mais pas tout à fait, mais je ne suis pas vraiment sûr du message que je vais te donner, etc. Donc, je vous enjoins juste à réfléchir à l'utilisation de ces mots-là parce qu'on les utilise beaucoup, surtout en santé et sécurité. On va sensibiliser les gens. Dans le fond, on répète le même message qu'ils n'ont pas compris la première fois en s'attendant à ce qu'en changeant rien, ils vont le comprendre cette fois-ci. C'est la définition de la folie d'Einstein, pour ceux qui le connaissent un peu. Donc, ce n'est pas le but de ma conférence, mais ça m'a frappé aujourd'hui parce que j'ai entendu ces mots-là souvent, puis j'ai dit, il faut que je ramène ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des indicateurs. Beaucoup de compagnies, presque tout le monde en a, formels ou informels, qu'ils utilisent, mais est-ce que ça change vraiment les comportements? Puis est-ce que ces indicateurs-là aident vraiment à transformer et à changer la sécurité où est-ce que vous travaillez? Donc, on mesure, puis on peut en mesurer des affaires, mais est-ce qu'on pilote? Est-ce qu'on utilise vraiment ce qu'on mesure pour changer et amener les comportements souhaités? Parce qu'on peut mesurer, mais est-ce qu'on veut vraiment que ça impacte un comportement? Donc, je vais reparler aujourd'hui de pourquoi les comportements et les décisions ne changent pas toujours, même si on peut tout mesurer jusqu'à la couleur des bobettes des gens. Parce qu'on pourrait le mesurer. C'est plus gênant, mais on pourrait. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous amener à vous questionner sur les indicateurs qu'on utilise traditionnellement, que vous utilisez, puis de changer la logique de mesurer un résultat à mesurer une prévention ou mesurer un comportement ou mesurer un changement. Puis vous montrer, vous donner des outils pour voir comment on peut transformer vos données, vos statistiques SST en levier d'action. OK? Puis je suis conscient en passant que c'est moi qui est entre vous et le cocktail. Donc là, sortez vos téléphones. On vous a dit déranger tantôt, scannez le code barre. Je fais un leap of faith, comme on dit en anglais, un acte de foi que cette technologie va marcher. On va faire un petit sondage live. Puis si ça ne marche pas, ben on va y aller à main levée. Mais, donc, quel KPI, quels indicateurs mesurez-vous chez vous? OK? Le taux de fréquence avec arrêt, taux de fréquence sans arrêt, taux de gravité, les passes et proches, hey, ça marche, c'est cool, ou autres indicateurs. Cochez-en autant que vous voulez, mais cochez ceux que vous mesurez dans vos entreprises. Bon, c'est stable, 46 personnes, c'est bon.
Je vais vous avouer que je suis étonné. Je ne m'attendais pas de voir autant de passés proches mesurés. Taux de gravité, 72-74 pour ça, taux de fréquence avec arrêt, taux de fréquence avec et sans arrêt et autres. Excellent. Donc, on mesure beaucoup de choses. Maintenant, la question qu'il faut se poser avec toutes ces mesures-là, c'est que comment est-ce que la santé-sécurité et vos mesures sont intégrées aux mécanismes de performance et de rémunération? Parce que j'arrive à une autre question avec ça, si peu. Donc, est-ce que les cibles de performance, santé-sécurité sont intégrés à vos programmes de bonification, que ce soit formel ou informel? Puis on parlait ce matin avec Canac, là, on offre de la pizza à la fin de la semaine si on fait des affaires. Pour moi, c'est une forme de bonification. Donc, rémunération, reconnaissance, comme vous voulez. Est-ce que les cibles sont suivies au comité de direction? OK? Puis je fais le sondage suite parce qu'on va y revenir tantôt. Est-ce que tous les membres de votre comité de direction ont des cibles santé, sécurité formelles, incluant le vice-président de vente, marketing, puis le vice-président finance? OK? Puis est-ce que cette rémunération des directeurs de site est liée en tout ou en partie à des cibles santé-sécurité? Donc, prochaine question. Croyez-vous que vos cibles, puis cibles et indicateurs, ce n'est pas pareil. Cibles, c'est une mesure de performance avec des objectifs, et les programmes de rémunération liés, est-ce que vous pensez que ça change les comportements et rendre vos lieux plus sécuritaires? Puis là, je vous demande juste une réponse. Bon, là, je vais vous dire, par exemple, que vous avez manqué une très belle opportunité. Parce que si tout le monde avait dit définitivement la conférence serait finie, on serait allé prendre une bière. OK? Je dis ça de même, là, mais bon, le fait que vous avez dit très peu et un peu, ça me dit qu'il va peut-être avoir une certaine valeur à venir chercher dans ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Les indicateurs les plus populaires, on l'a vu tantôt, sont le taux de fréquence. Taux de fréquence avec arrêt, taux de fréquence sans arrêt, ou le taux de fréquence combiné de Total LTIF, TIR. Taux de gravité, presque toujours mesuré. Le nombre d'accidents en nombre et non en taux de fréquence. Des nombres de maladies professionnelles, les coûts des accidents, puis les amendes et les non-conformités et d'autres, mais ça, c'est probablement dans les plus communs. Et pourquoi on mesure ceux-là? Premièrement, c'est facile. Okay? Les chiffres sont là, on est capable de multiplier A par B, diviser par C, puis multiplier par 100 ou diviser par 100, puis 1000, puis 200 000. On est capable de faire ça assez facilement. Puis ça nous permet de comparer entre différents sites, si on a plusieurs, ou différents départements dans une même entreprise ou une même usine. C'est souvent requis par les assureurs. C'est votre mutuelle d'assurance, les régulateurs et même des clients qui nous auditent, qui nous demandent, puis qui regardent. Comme dans l'industrie alimentaire d'où je viens, c'est très commun que nos clients nous regardent notre bilan santé-sécurité et non juste qualité alimentaire. Puis c'est parfait faire du reporting. On peut faire des tableaux avec ça parce que c'est des super beaux chiffres, c'est facile. Mais tout ça focus sur le passé. On regarde, et c'est pour ça que c'est facile, hein, l'histoire est assez immuable, règle générale, ça ne change pas trop une fois que c'est arrivé. Donc, c'est assez facile à faire, mais on regarde le passé. La question, c'est pourquoi nos indicateurs et nos mesures du passé n'influencent pas ce qui change. Alors qu'on dit, bien, on mesure nos accidents, on devrait être capable de les réduire. Oui, mais ce n'est pas en les mesurant que tu vas les réduire. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent trop tard. On mesure le passé. Donc, si on regarde le nombre d'accidents et on mesure les accidents, bien, ça veut savoir que si quelque chose va mal, il faut blesser quelqu'un. Ce n'est pas exactement la meilleure stratégie. Si je veux m'améliorer, c'est de forcément casser la jambe à quelqu'un. Mais c'est ce qu'on fait quand on regarde le passé. Donc, on mesure les conséquences, on ne mesure pas la prévention. Ça ne guide pas l'action. OK? Ça ne dit pas quoi changer. Ça dit qu'il est arrivé quelque chose. Mais à moins qu'on creuse et qu'on analyse dans le fond de ce qui est arrivé, le fait d'avoir eu un accident, quelqu'un s'est, je parlais ce matin, s'est passé le bras dans le tordeur, dans un convoyeur, puis j'en ai eu de ça aussi, ça ne me dit pas c'est quoi le problème. Le problème, c'était peut-être pas le convoyeur, c'est peut-être pas l'employé, malgré qu'on a tendance à le blâmer très, très souvent. Le problème, il est ailleurs, mais le fait que c'est cassé un bras dans le convoyeur, puis je sais que j'ai 25 blessures aux mains, ça ne me dit pas quoi faire. Puis mettre des gants ne régleront peut-être pas tous mes problèmes de 25 blessures aux mains. Donc, ça ne donne pas des directions concrètes. Puis ça peut même freiner la culture. Parce que quand on mesure juste un indicateur passé, bien, on a parlé un peu ce matin aussi,
ça amène à la sous-déclaration. La pire affaire que vous pouvez faire, je pense, c'est mettre des cibles sur la déclaration des passés proches, puis les cibles sur les déclarations de premiers soins. Vous n'aurez plus demain matin parce que les affaires les plus faciles d'arrêter de déclarer, c'est les premiers soins, puis les passés proches aussi. Puis on a une culture de peur plutôt qu'une culture de prévention. Je ne veux pas être le prochain à affecter nos statistiques. Puis ça ne stimule vraiment pas le changement. Du moins, ça, c'est ce que mon expérience me dit. Donc, et la pire cible que vous pouvez mettre et avoir, c'est 0. Quelqu'un veut vous donner un objectif, puis votre bonus dépend d'atteindre 0. Partez en courant, dites-lui non. Parce que tout écart par rapport à 0, vous êtes un peu fort en maths, là, divise n'importe quoi par 0, ça donne l'infini. Tu peux pas avoir un demi-accident. Fait que si ta cible, c'est 0 accident, tu en as un, tu as un écart d'infini, tu n'as pas de bonus. Tu peux pas avoir moins un accident, ce qui est un peu impossible. Puis tu peux échouer même si tu es bon. Là où je travaillais, on avait des accidents. Sur nos 13 usines, on a eu jusqu'à 6 usines qui avaient plus qu'un an sans accident. Donc, certaines usines avaient 2 ou 3 ans pas d'accident. Fait que je fais quoi? Le directeur, il est bon, continue, il faut que tu sois à 0 encore l'année prochaine. Mais ça fait 3 ans que j'étais à 0. L'année prochaine, j'ai un accident. Tu vas enlever mon bonus parce que je n'ai eu un. Je n'ai pas eu un accident cette année. J'ai eu un accident en 4 ans. C'est le champion de la compagnie. Il y a eu un accident en 4 ans, mais parce qu'il y en a eu un, j'ai donné une cible de 0, tu n'es pas bon, tu n'as pas de bonus. Non, on ne peut pas faire ça. Donc, et c'est le danger quand on devient bon et on s'approche du 0, il faut mesurer autre chose. Parce que tu ne peux pas devenir meilleur, puis le demi-accident, comme je disais, ça, c'est juste pas possible. Et là, quand je suis à 0, puis il faut que je reste à 0, bien là, la bataille devient protéger le 0 à tout prix. Là. Donc là, on veut. J'ai passé tellement de temps à m'astiner avec du monde. Non, mais ce n'est pas vraiment un accident, là, on le sait qu'il a faké. Là, parce qu'à un moment donné, on mesurait juste des accidents avec arrêt au début, parce qu'on avait tellement d'accidents quand j'ai commencé, que si on avait regardé tous les accidents avec et sans arrêt, puis des analyses de cause sur tout ça, on aurait fait 25 par semaine. Là. Fait qu'on concentrait juste les accidents avec arrêt. Fait que le temps que j'ai passé avec des directeurs d'usine à m'astiner, ouais, mais il fait des travaux légers, c'est un accident sans arrêt. Il s'est cassé le fémur, là. On se comprend-tu? Il peut-tu faire des travaux légers à la maison? Non. S'il n'est pas capable de se rendre au bureau, des travaux légers parce qu'il a la jambe de même dans la traction d'un plâtre, il est en civière, mais il s'essaye. Il essayait de me convaincre qu'il faisait du travaux léger, sa morphine chez eux, que le fémur dans le plâtre jusqu'à là, le lendemain de son accident. Puis c'est ça que ça amène comme culture quand on mesure des choses comme ça. Surtout quand on est proche du 0. Ce n'est pas un vrai accident. On sait qu'il fait des travaux légers. J'en ai vu toutes les couleurs. Et on focus sur la recevabilité de l'accident ou de l'événement plutôt que les causes et la prévention. Donc, la conséquence, c'est sous-déclaration des accidents. On pense qu'on est bon, mais on ne l'est pas. On a peur de rapporter les dangers. Imagine, toi, puis ça fait 3 ans qu'on n'a pas d'accident. C'est toi qui s'est cassé le bras après 3 ans. Puis que là, l'usine perd son bonus. Le pauvre gars, là, qu'il faut qu'il fasse face à 350 autres personnes qui n'auront pas leur bonus parce que lui s'est cassé la cheville ou foulé la cheville ou peu importe, même si c'est une blessure mineure, il est allé aux urgences des points de suture, puis le médecin il a donné 4 jours de congé, même s'il voulait venir travailler. C'est accident, désolé, 0. Fait que ça amène à stigmatiser aussi les employés qui ne veulent pas se déclarer. Je te dis, le gars, il va rentrer avec des jambes cassées, des bras cassés, puis ils ne diront pas à personne. Enflé de même. Non. On ne veut pas ça, mais c'est ça que ça va amener. Ça amène un découragement à chaque événement aussi. Puis, mettons, je donne une cible, le bonus de l'usine dépend de, il ne faut pas que tu aies moins que 3 accidents. Puis, le minute que tu en as 4, fini. OK, les gars, on passe à autre chose. On ne peut plus atteindre cet objectif-là. C'est peu important la santé et la sécurité pour le reste de l'année. On a busté, c'est impossible à rattraper. Mais on le voit, ça aussi. Donc, quand on regarde ces indicateurs-là, ces genres de comportements que ça va vraiment amener, c'est vraiment une culture défensive qu'on va retrouver plutôt qu'une culture de travailler ensemble, de comportement puis de croissance, c'est vraiment de changement positif. Donc, est-ce qu'il faut qu'on abandonne ces indicateurs-là? Non, non, parce que ça facilite l'analyse post-accident, mais il ne faut pas s'en servir comme cible. Ils sont essentiels pour la reddition de comptes, puis ça soutient l'élaboration des plans d'action. Puis le taux de fréquence, éventuellement, ça mesure la somme de toutes les autres actions que tu as faites. Quand tu n'as plus d'accident, c'est parce que tu fais quelque chose de correct. Puis tu vas le voir dans ton taux de fréquence. Mais s'il y a un indicateur que je vous encourage à abandonner, puis malheureusement, quand on a vu le sondage au tout début, c'était le premier ou le deuxième, plus mesurer le taux de gravité.
J'ai abandonné ça rapidement, puis j'ai eu des conversations assez corsées avec mon patron quand j'ai fait ça. Pourquoi tu ne peux pas mesurer ça? L'argent est là, plus les accidents sont graves, plus ils sont partis longtemps, plus ça me coûte cher. Vrai, 100% vrai, mais comme cible, normalement, en santé et sécurité, on dit que la chance, il n'y en a pas. Mais taux de gravité, il y a un peu de la loc. Le médecin il est complaisant, il a donné 3 semaines de congé pour une petite foulure, ou il a donné 3 jours de congé. Ça fait toute la différence au monde, tu as zéro contrôle là-dessus. Le médecin, il n'a pas donné congé, il a accepté les travaux légers, puis la feuille, il l'a signé, l'autre, il a dit non, je n'ai pas de temps pour ça, attends, je te donne 2 semaines, puis je ne te vois même pas. Tu as zéro contrôle là-dessus. Mais le taux de gravité, c'est ça. Arrêtez de le mesurer. Continuez de le mesurer si quelqu'un veut le voir, mais parlez-en même pas. Parce que si tu as zéro accident, tu as zéro gravité. C'est ça l'argument que j'avais avec mon patron. Moi, ce que je veux, ce n'est pas d'accident. Je m'en fous qu'il soit parti 2 semaines, je m'en fous qu'il soit parti 2 mois. Puis en plus de ça, tu vas arriver dans la même discussion avec les directeurs de site ou les autres personnes autour. Ouais, mais c'est un accident pas grave, on passe à autre chose. Non, je veux que tu analyses le pas grave autant que le grave. Il est parti 2 mois, il est parti 2 mois pour une coupure, une foulure, peu importe, ou il est parti 2 jours. Ce que je veux, c'est que ça ne se reproduise pas. Never again. Donc, je ne veux pas qu'on ait des graves et des pas graves parce que les gens ne vont pas vouloir y mettre le même effort, la même énergie pour trouver la vraie cause puis s'arranger que ça ne se reproduise plus jamais. Donc, si vous êtes capable de balayer le taux de gravité de tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, vous allez pouvoir focusser sur les vraies affaires, qui est la prévention, puis enlever le bout de loc autour de votre conversation. Alors, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on peut changer? Donc, l'ancienne logique de réactivité, qu'on mesurait les blessures, les accidents, les coups, les taux, qui donne une réaction après l'événement, peu d'influence sur les comportements, une focalisation sur tout ce qui est négatif tout le temps. On veut aller vers une logique de prévention. Donc, on veut mesurer l'exposition au risque, l'efficacité de nos barrières, la qualité des décisions humaines, les actions qu'on prend, l'engagement à tous les niveaux. Puis ça, ce que ça change, c'est qu'on va mettre des choses en place sans blesser quelqu'un. Ce serait super fun, hein? Puis, ça, on y est là un peu, mais les employés vont vraiment sentir que là, on se préoccupe d'eux puis qu'on prend ça au sérieux pour vrai. Parce qu'on n'a pas besoin d'attendre qu'ils se blessent avant de changer. Je suis au-devant, tu as besoin de quoi? Comment je peux t'aider? Je m'occupe de toi. Ça amène un sentiment très différent de la part des employés quand on est dans une approche proactive plutôt qu'une approche corrective tout le temps. On rentre dans une culture là, d'apprentissage et de prévention, puis les gens n'ont plus peur de parler parce qu'ils, hey, il a fait ce que j'ai dit. Tu sais, parce que combien de fois on entend, hey, il fait assez de fois j'en parle, je vous en parle plus, je ne vous dirai plus d'idées. Mais la minute que tu commences à solliciter du input, puis à réaliser quelque chose, les gens s'en rendent compte, puis ils vont continuer à vous en donner, puis ils vont même, comme disaient les gens de Connect, commencer à s'impliquer parce qu'ils réalisent que leur parole est écoutée. Là, je vais vous donner, j'ai 9 exemples d'indicateurs avancés qu'on peut utiliser. Prenez ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas pour vous, laissez-le de côté parce qu'il y a des idées en masse ici. Puis vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. OK? On est tous à des niveaux très différents. Puis essayez pas d'en faire 8, essayez pas d'en faire 15. Je parlais à quelqu'un tantôt par rapport à là où il travaille aujourd'hui. Ils ont beaucoup d'accidents. Mais j'ai dit, essaye pas de tout faire, là. Commence juste par tes accidents avec arrêt, par exemple. Parce que si tu veux faire des analyses de cause sur tes avec arrêt puis sans arrêt, puis tu en as 10 par semaine, tu vas capoter, tu finiras jamais rien, puis tu vas être débordé. Donc, prenez là-dedans ce qui marche pour vous. Mais l'exposition au risque, ça se mesure. Par exemple, on peut mesurer le nombre d'analyses de risques réalisées ou révisées, parce qu'on peut avoir des analyses de risques de fait, puis on les révise parce que la situation a changé, que ce soit par semaine, par mois, par année, par individu, par département, peu importe. Et quand on fait ces analyses de risques-là, quelles proportions sont élevées, très élevées ou inacceptables? Parce qu'on veut que ça change. Puis quand ça se met à bouger, on réalise qu'on a réduit le risque pour nos employés, puis qu'on va nécessairement, avec le temps, réduire le nombre d'accidents. Combien de postes ou de situations ou des lieux dans votre site ont été évalués? Puis c'est quoi le score moyen d'évaluation de risque? Si notre score moyen, je ne sais pas, dépendant des échelles, là, si votre échelle c'est 50, puis le score moyen cette année c'est 40, c'est assez élevé. Mais l'année prochaine, c'est 35, l'année d'après 30. Puis là, on voit une progression dans la réduction du risque sans nécessairement regarder une progression ou un changement dans le nombre d'accidents. Tu as peut-être même avoir plus d'accidents, mais tu as réduit le risque. Parce que statistiquement, les choses arrivent, mais ton vrai progrès, c'est que j'ai réduit le risque de blessure.
J'en ai encore, mais en réduisant le risque avec le temps, la courbe va vous rattraper. Donc là, on mesure vraiment où les risques se trouvent. Le deuxième, c'est les actions correctives. Ça, pour moi, c'est une des plus importantes si vous voulez vraiment commencer à faire des changements. C'est d'abord, faites-les. Faites vos analyses de risque, vos RCA. Mais dans les RCA, il y a des actions à prendre. Puis encore là, c'est pour ça que ne faites pas les RCA sur toutes si vous avez beaucoup d'accidents, parce que vous allez vous noyer dans les analyses de cause, vous allez vous noyer dans les plans d'action, vous ne les ferez pas toutes, puis vous allez vous faire dire encore que vous ne faites rien. OK? Donc, rétrécissez le carré dans lequel vous devez travailler. Si vous voulez avoir des succès, donnez-vous des chances de succès, puis un environnement de travail où vous allez pouvoir avoir le succès. Donc, faites vos analyses de cause, sortez vos plans d'action, mesurez la qualité. Nouveau, ça. Je ne mesure pas le nombre d'actions dans mon plan d'action, je mesure la qualité des plans d'action. Nous autres, on avait mis en place un système d'audit où on regardait les plans d'action correctifs qui sont sortis, puis on les scorait. Il y a moyen de scorer ça sur facilité, difficile, réalisable, peu importe. On avait mis un score sur la qualité des plans d'action, puis après ça, on s'est mis à se mesurer sur est-ce qu'on respectait les délais dans le plan d'action. Le délai pas trop qu'il soit fait en dedans de 2 semaines, 3 semaines, autant qu'il soit fait pour moi, puis pendant 2 ans. Donc, je ne mets pas trop d'emphase sur le respect strict des délais, mais est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est en train de se faire? Puis, est-ce qu'ils ont été mis en œuvre? Puis là, je vous mets en garde pour les mises en œuvre. Puis, là, vous faites ce projet-là. Ouais, c'est fait! T'es sûr? Ouais, c'est fait. Allez voir, OK? Juste du conseil comme ça, là. Si vous dites que c'est fait, ça veut dire quoi, c'est fait? Ah, ben Georges me dit que c'était fait. OK, on a repeinturé le moteur, là. C'est ça, ouais, OK. Allez voir, faites des audits, assurez-vous que c'est fait. Puis surtout au début. Puis faites-le le plus souvent possible au début, parce que vous allez créer l'habitude. Ils savent, on sait qu'on va être vérifié. Fait qu'ils ne vous diront pas, ouais, c'est fait, si ça ne l'est pas. Puis, donc, des audits, c'est pour ça que j'ai posé une des questions ce matin, là. C'est assez important de faire ça si vous êtes capable, d'auditer les gens quand ils vous disent je l'ai fait versus je ne l'ai pas fait. Parce que là, on mesure si les risques sont réellement maîtrisés. OK? Si je vais trop vite, levez la main, dites-moi-les. Je m'emporte un peu. Je suis un peu passionné. Maintenant, les choses changent. OK? Faire les risques dans les changements et dans la nouveauté. Donc, intégrer la prévention dans la prise de décision. Puis là, je n'ai pas d'autres sondages, mais est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui, dans leur compagnie, avant, pas juste après, avant tout projet d'investissement, vous faites une analyse du risque de la situation existante, même si ce n'est pas un investissement en santé et sécurité. Mettons, là, moi, je suis dans le légume, là, on remplace la ligne à maïs ou un nouveau tunnel de surgélation. On faisait l'analyse du risque de la ligne de maïs avant, puis là, on proposait une nouvelle effeuilleuse à maïs, un nouveau convoyeur, peu importe. Puis on avait une analyse de risque anticipée où on pense que ça veut aller. Fait que même si c'était pour un projet santé et sécurité, on incluait dans notre projet CAPEX une analyse de risque avant, puis est-ce que le projet allait le changer ou pas? Ça pouvait être non, mais des fois, oui. Y en a-tu qui font ça? Un ici? 2? Ça, merci. Ça oblige les gens vraiment à intégrer la santé et sécurité au tout début du projet. Fait que tous nos projets CAPEX, surtout ceux qui étaient spécifiques santé et sécurité, mais même dans les autres, on encourageait les gens à dire c'est quoi la situation aujourd'hui de la ligne? Puis je peux-tu profiter de cet investissement-là pour réduire mon risque, même un petit peu, en mettant un convoyeur un peu différent? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis je vais reprendre un exemple de mon ami David, là, qui était dans le fond quelque part. Parce qu'on a travaillé ensemble dans nos anciennes vies respectives, puis on avait sorti, notre mission, c'était créer un environnement de travail où les accidents ne peuvent pas arriver. Puis David, dans une aréna, une journée, avec ses filles qui sont jouées à ringuette, puis il parlait avec une autre personne, puis il parlait de ça. Le gars dit, ouais, ben, un environnement de travail où les accidents ne peuvent pas arriver. Allez-vous éliminer toutes les marches, tous les escaliers? Oui. Hein? On a vu un escalier tantôt de l'analyse de risque. Et pourquoi pas? Un nouveau tunnel de surgélation, chez nous, c'est un projet de 10 millions. Puis c'est un tunnel de surgélation, tu as au moins des escaliers, 2 à chaque bout du tunnel. C'est quand même des affaires qui mesurent 60-100 pieds de long, là. Mais on monte en haut avec des boyaux d'arrosage pour nettoyer ça, défroster ça, les mécanos avec des moteurs.
Pourquoi je n'y ai pas pensé? J'ai investi 10 millions de dollars. Ça aurait coûté quoi de mettre 2 passerelles au lieu de 2 échelles à chaque bout de mon tunnel, puis peut-être un petit monte de charge pour monter les pièces et les équipements? Ça m'aurait coûté peut-être 100 000 durant la construction d'un tunnel neuf où j'arrache tout dans l'usine, là, 100 000, c'est un projet de 10 millions, j'aurais présenté ça qu'une réduction des risques, ça aurait passé comme ça. Mais il faut juste que tu y penses avant. Donc, intégrer la prévention dans les décisions, dans les projets d'investissement et même les modifications. Je change une ligne, je change un convoyeur A pour un convoyeur B ou un moteur, peu importe. Intégrer ça. Puis j'avais donné comme objectif à mes directeurs régionaux de santé et sécurité, pas de suivre 20 projets, parce qu'on avait beaucoup. La première fois qu'on a commencé, chacun un projet. Prenez-moi un projet d'investissement cette année, puis c'était dans leur objectif, dans leur cible, pour leur bonus, puis vous allez aller à toutes les réunions d'ingénierie de ce projet-là, puis vous allez vous assurer qu'on parle de santé et sécurité, puis vous allez challenger les ingénieurs, puis les techniciens, puis les gars de maintenance sur tous les aspects pour s'assurer qu'on intègre la santé et sécurité dans ces projets d'investissement-là. Fait que là, on a mesuré. Fait que là, tu es à combien de meetings, puis on a regardé avant puis après, puis c'est une façon pour moi de mesurer qu'on s'assurait qu'on intégrait la santé et sécurité et la prévention dans les projets au tout début. Donc, on peut mesurer maintenant combien de projets d'investissement, pas des projets santé et sécurité, combien de projets d'investissement incluaient des analyses de risque santé et sécurité ou ont intégré des membres des comités santé et sécurité dans la conception du projet. Ça se mesure, ça. Ça pourrait être des indicateurs intéressants pour amener un changement. Donc là, on mesure la qualité des décisions et pas des résultats. Parce que là, on le fait bien avant qu'on voit le résultat. Si tu le fais comme il faut, tu n'auras pas de résultats, tu n'auras pas d'accident. Maintenant, l'efficacité des moyens. On parlait des rencontres santé et sécurité, des comités de santé et sécurité tantôt. Comment on mesure la qualité de ces réunions-là? Mais une chose que nous, on avait faite, c'est qu'on avait créé un agenda standard. Il y avait 10 items qui devaient absolument être discutés dans toutes les réunions des comités de santé et sécurité des usines. Et devinez quoi, on le mesurait. On recevait tous les comptes rendus de toutes les réunions. Au début, on les regardait toutes, c'était de la job, on le faisait. Puis après ça, on en pigeait un au hasard. Chaque région, il en prenait 3 par corps, 1 par mois, puis on regardait qui était là. Parce qu'on voulait au minimum que les directeurs de site soient présents à 50 des rencontres de leur comité de santé et sécurité. Non, c'était 100 des comités de santé et sécurité, puis 50 des rencontres comité santé et sécurité régionale. On avait 4 usines au Québec, on avait une rencontre par mois, comité régional. Les directeurs d'usines, il fallait que ce soit 50 des rencontres des régionales, mais à toutes leurs rencontres de leur comité de santé et sécurité à eux. C'est eux le boss. C'est eux, il faut qu'ils mènent la bataille. Le tambour, là, c'est le chef d'orchestre, il est là. Pratiquer sans chef d'orchestre, ça va mal. Mais on mesurait, puis si le directeur d'usine n'était pas là, à moins qu'il était en vacances, il perdait des points dans l'évaluation de l'efficacité des meetings. Respect des dates. David, je ne sais pas combien de fois il s'est présenté d'une de nos usines pour une réunion, puis il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle a changé. Si on dit que la santé et sécurité, c'est la priorité numéro 1 de la compagnie, comment on peut se permettre de changer une rencontre à la dernière minute? Ah, mais je n'avais pas le choix. Oui, tu avais le choix. Mais tu as choisi de faire autre chose au lieu de faire ça. Je vous assure que là où on était rendu, du moins, la culture était telle que si le président te demandait de venir à une rencontre XYZ, puis tu disais ah non, c'est mon comité santé et sécurité. Il dit ah, OK. Il ne t'aurait pas demandé de changer de place. Parce que walk the talk, c'est sûr que si c'est ça qui est le plus important, il y a zéro chose qui devrait passer devant une réunion de comité de santé et sécurité si c'est vraiment ça qui est important. Donc, on mesurait. Tu as changé tes dates. Le calendrier connu 1 an d'avance. Tu ne vois pas qu'on n'a pas de travailler autour. Il y a des urgences, je comprends ça, mais à la limite, le directeur de site n'est pas là, il sait qu'il va être pénalisé, il envoie quelqu'un d'autre à sa place au meeting, mais le meeting ne change pas de place. Parce que le meeting, le message que tu passes aussi à tes employés, puis ton syndicat, puis tes comités, c'est que ce n'est pas important. Si tu es capable de déplacer un meeting de même, puis nos meetings, ils changeaient toujours de place, tout le temps. Fait que là, on a mis la règle, j'ai dit, c'est assez. Tu changes un meeting de place, tu as 0. Fini. C'est 0. Puis ton 0 va nuire à ton bonus, puis c'est comme ça. Puis ensuite, le nombre d'actions fermées versus ouvertes, puis le délai moyen de fermeture des actions. Donc, une rencontre SST efficace va amener à des décisions et des actions efficaces aussi, mais surtout de l'action. C'est ça qu'on veut. L'efficacité des moyens. On parlait des CANAC ce matin, c'est un peu comme les inspections stop, des tournées stop. Ça, je trouve que c'est excellent.
il devait en faire, je me suis noté, je me souviens plus combien il devait en faire par jour, par semaine, là, mais est-ce qu'on a respecté le calendrier? Le nombre de tournées par personne, ça, c'est vraiment des choses que nous, on mesurait. Chaque personne devait faire tant de tournées dans la semaine ou dans le mois. Est-ce qu'ils ont été faites? Puis encore là, est-ce qu'ils ont été bien faits? Hein? Parce que c'est facile de prendre une feuille, tchac, 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 signe, fini. Fait qu'on en sortait des feuilles. Puis on allait revoir la personne, puis on allait revoir la place qui était inspectée, puis on s'assurait que c'était bien fait. C'est du travail, oui, mais si vous ne le faites pas, ça va être juste des checks de box, puis vous n'aurez pas de vrai changement. Fait que si vous pensez que faire ça chez vous aujourd'hui avec votre niveau de maturité va amener juste des checks de box, faites-le pas. Faites pas des choses que vous êtes convaincus vont échouer puis que vous n'êtes pas en mesure de changer immédiatement. Vous allez perdre votre temps, vous allez perdre le temps des autres, mais vous allez aussi perdre votre crédibilité. Mais si vous voulez faire le changement, faites-le. C'est pour ça que je vous encourage encore à ne pas faire trop de changements à la fois. Mais ceux que vous faites, assurez-vous qu'ils se font. Puis encore là, comme je dis, tous les corps de travail, mais est-ce que sont revus aux rencontres SST? Ils font leur connect. Nous autres, on faisait des stops. Bon, on les revisait ce qui sortait des cartes stop à chaque rencontre des comités santé et sécurité. Puis encore là, on le mesurait. Puis pour certaines usines, c'était dans leur cible, dans d'autres, non. Auditer, je n'ai parlé tantôt, j'en ferai plusieurs, là, mais auditer puis valider les actions correctives complétées. Je n'ai parlé au tout début, j'étais un peu hors séquence, là, mais est-ce que les observations revues et discutées lors des rencontres SST ont vraiment été faites, ont été corrigées comme il faut, revérifiées, revalidées, puis vérifier l'efficacité réelle des actions? On a dit avant le projet d'investissement ou avant le peu importe que le nouveau score d'évaluation de risque va être 30. Bien, sont faites les actions, là, sont faites les mises en place, allez le mesurer. C'est-tu 30, c'est-tu 25, c'est-tu 35? Si encore 35, bon, ben, est-ce qu'on le laisse à 35? Parce qu'on ne veut pas toujours viser zéro risque. Hein? Il y a un coût immense à zéro risque. Il y a un niveau de risque acceptable. Tu sais, les escaliers ici, bon, il n'y a pas de rampe, il n'y a pas de rambarde, il n'y a pas de main courante, 3 marches. Mais donc, on ne veut pas viser zéro, puis surtout pas viser zéro du premier coup. Des fois, on veut passer de 30 à 25, à 20 à 15, ou de 30 à 15, puis 15 à 10, puis rendu à 10, je passe à autre chose parce que j'ai des 45, il faut que j'adresse là. Donc, posez-vous cette question-là, mais assurez-vous que ce qui a été fait, ce que les gens vous ont dit, c'est vrai, puis que c'est vraiment aussi efficace qu'on prétend que ça l'est. Parce que la pire affaire qui peut vous arriver, c'est d'avoir un accident sur une machine, mettre en place plein d'actions correctives, puis 6 mois plus tard, avoir le même maudit accident sur la même maudite machine. Vous allez faire poser des questions sérieuses par la CNSST, par vos patrons, par vos assureurs, etc. On a eu ça où je travaillais avant. On a eu un décès, malheureusement, d'une usine. Puis la CNSST, à l'époque, est allé voir une autre usine qui avait la même machine. Puis celle-là était super blindée, puis celle-là, ici, il n'y avait rien. Hey, comment ça fait que celle-là est blindée, puis celle-là, elle l'a pas? Tu as la cave pas mal. C'est dur à expliquer. C'est encore plus dur à expliquer si tu as déjà eu l'accident sur cette machine-là dans ton usine. Tu as dit que tu ferais quelque chose, le boss te dit que le gars de maintenance te dit qu'il l'a fait, puis tu as le même accident après, tu as zéro crédibilité après ça. Là. La formation. Développer les compétences qui préviennent des accidents. Des formations santé-sécurité, ça ne devrait jamais exister, sauf peut-être secouriste, puis encore. De la formation sur la santé-sécurité dans le cadre d'une procédure, dans une autre formation, ça devrait toujours exister. Mais une formation juste santé-sécurité, non. C'est une formation à la tâche qui devrait inclure des volets santé-sécurité dans la formation à la tâche. Donc, combien de vos formations à la tâche ont un volet santé-sécurité? Ça aussi, ça se mesure. Fait que si vous voulez l'approcher par le volet formation, même si dans la pyramide, c'est un mode de prévention faible, parce que là, on suit vraiment sur l'humain, la formation, puis vous ne serez jamais 100% à jour, mais ce n'est pas une raison de ne pas le faire. On forme les gens à faire les choses correctement, on ne les sensibilise pas, hein? On ne les informe pas, on les forme. Est-ce qu'on a formé sur le volet santé-sécurité, le cadenassage, sont où les sources d'énergie, etc., etc. Évaluer la qualité de la formation. Il y a des gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire dans vos usines, vous ne le savez peut-être pas, mais pas loin de 50% de la population canadienne n'a pas l'équivalent d'un secondaire 5 en compréhension, lecture, écriture. Ça, c'est la population en général. Fait que les gens sur le plancher de votre usine, c'est un chiffre de nuit, un samedi soir, je vous garantis que le pourcentage est plus haut que ça. Fait que soyez conscients qu'ils ont de la difficulté à lire des phrases de plus que 20 mots, à les comprendre puis à agir en conséquence. Donc, assurez-vous qu'ils ont trouvé des façons de vous assurer qu'ils ont compris la formation. Ce n'est pas par des textes avec ben des mots. Si ces gens-là aimaient ben des mots, ils ne travailleraient pas dans vos usines, c'est un chiffre de nuit un samedi soir. À moins que ce soit sa troisième job. Combien de personnes ont été formées? Ça se mesure, ça, en analyse de risque,
en inspection assistée, en analyse d'accidents, etc. Donc, on veut s'assurer que les bonnes personnes ont les bonnes compétences pour la tâche qu'ils ont à faire. Puis aussi que vous êtes capable de le démontrer, parce qu'après ça, il y a un accident, première chose qu'on fait ou qu'on devrait faire, il tue sa formation. Oui. La formation est à jour. Lorsque la formation lui enseigne de faire ce qu'il doit faire, peut-être qu'il a fait ce qu'il devait faire, sauf que la machine a changé et la formation n'est plus à jour. Donc, c'est tout ça à voir, mais assurez-vous qu'il y a un volet santé-sécurité dans vos formations à la tâche. Présence active du leadership. On a parlé un peu ce matin aussi, les gens de Canac. Est-ce que vos VP ont toutes des cibles? Je n'ai parlé tantôt, incluant le VP Vente. Mais chez nous, la réponse, le comité de direction, j'étais sur le comité de direction, tout le monde avait la même cible de santé et sécurité, incluant le VP Vente, incluant le VP Marketing, incluant le VP Finance. Mais devinez quoi? Quand le VP Vente allait visiter l'usine avec un client, ou juste aller visiter l'usine parce qu'il voulait voir la nouvelle ligne ou le nouveau produit qu'on roulait, chaque fois qu'il y allait, il m'appelait. Là, on se parlait. Puis, Ted, tu t'en vas voir telle usine, oui. Regarde donc ça. Aidez-les. Ce n'est pas naturel nécessairement. Mais si le VP Vente arrive sur le plancher de l'usine, puis il demande au directeur d'usine ou quoi, hey, me mènerais-tu dans la zone de soudure? Vous avez eu un accident là, il y a 3 mois, je voudrais juste voir les actions correctives que vous avez mises en place. Ouh, soudainement, hey, c'est un VP, Vente, puis il se préoccupe de ça. Oui. Puis ça donne un maudit beau message. Mais aidez-les, pistonnez-les, donnez-leur les questions à poser, dites-lui où aller voir. Puis c'est une des choses qu'on avait mis dans nos unes, nous autres. Chaque lieu où il y avait un accident, on avait fait faire des affiches sur un poteau, puis on plantait le poteau là. Il y a eu un accident ici, tel jour, telle date. Puis le poteau restait là pendant un mois. Fait que n'importe qui se promenait dans l'usine savait qu'il y avait eu un accident ici. Fait que là, tu pouvais aller voir, les actions correctives ont été faites. Ils sont efficaces, moi les dons. Puis tout le monde le voyait que dans l'usine, il y avait un accident ici. Puis la pancarte restait là pendant un mois. Mais aidez-les, vos directeurs, s'ils vont sur le plancher, pas trop souvent, à quoi poser comme question, quoi voir, où aller, puis à qui poser les bonnes questions. Nos inspections stop, ils peuvent demander à vos VP ou vos directeurs d'en faire. Et s'ils devaient en faire, ils ont-tu fait? Parce que lui aussi, je peux le demander de rendre des comptes à un VP vente. As-tu fait tes inspections santé et sécurité? La cause numéro 1 de décès aux États-Unis par accident de travail, l'accident de voiture. Donc, vos vendeurs qui sont sur la route tout le temps et qui parlent au téléphone pendant qu'ils conduisent, c'est les gens les plus à risque. Deuxième cause d'accident mortel aux États-Unis, en accident de travail, les piétons. Les piétons qui s'en vont voir un client ou autre, qui marche dehors, sont frappés par des voitures. Donc, les deux causes principales sont potentiellement pour les gens de vente, pour les décès aux États-Unis. Donc, adaptez vos formations, donnez-leur certaines formations, adaptez-les aux directeurs, aux VP, au comité de direction. Et encore là, quelles questions poser, quelle posture attendue. On en a parlé un peu tantôt, mais si votre président, votre VP descend sur le plancher sans son casque, sans ses bottes, sans ses lunettes, sans ses bouchons, ça passe un drôle de message. Donc, il y a moyen de leur dire, peut-être pas directement devant 150 personnes ou 35 personnes, « Hey, ton casque! » Peut-être pas la meilleure move de carrière que vous allez faire, mais d'une autre occasion, vous allez le voir ou parler à votre patron qui le connaît bien, puis lui dire, « Hey, peux-tu demander à Joe, là, quand il va sur le plancher, il faut qu'il mette son casque. Parce que la prochaine fois, s'il ne fait pas, je le sors ou je ne le laisse pas rentrer. Mais il faut que le message soit clair, il faut que vous soyez prêts à le faire. » Donc, la sécurité est visible quand les leaders sont visibles. C'est important qu'ils soient là, puis c'est important qu'il y ait le bon comportement. Puis le dernier moyen, encore là, c'est un peu lié à l'autre, la participation au processus clé par les dirigeants, à la présentation des accidents. Nous, on avait, tous les mois, on présentait les analyses de cause et les plans d'action de tous les accidents qu'on avait eu le mois d'avant. Et tout le comité de direction était invité, puis règle générale, plus de 50 du comité de direction était là, incluant les gens de vente, les gens de marketing, les gens de finance. Le président était presque tout le temps là. Et ça donne une visibilité, mais au-delà de la visibilité, ça vous donne des moyens. Parce que je ne sais pas combien de fois mon boss me l'a dit, il contait des histoires où il est sur le plancher d'usine, puis il pose une question, parce que quand ils sont présents au meeting, d'abord, ils savent ce qui se passe. Ils savent où est-ce qu'on a eu un accident, puis ils savent qu'on a besoin peut-être d'investir dans telle machine, puis ils parlent aux gens de plancher. « Ouais, mais je leur ai dit, puis le corpo ne veut pas me donner l'argent. » Puis je mets mon boss qui le regarde et dit « Le corpo, c'est moi. » Puis personne ne m'a jamais demandé l'argent. S'il m'avait demandé l'argent, j'ai dit non. Fait qu'en quelque part, entre le gars qui a besoin de l'argent puis le corpo, le président, il y a des filtres. Les gens s'imposent des filtres. Mais quand le président et les VP, même si le VP vend, sont présents dans la réunion où quelqu'un explique le problème, puis c'est évident que j'ai besoin de 50 000, croyez-moi que c'est pas mal plus facile d'avoir le 50 000. Parce que le VP il est assis là dans la chaise, il est dans la salle,
puis le président, il est là aussi, vas-y. Des fois, tu as le go on the spot, vas-y, va le trouver l'argent, go. Donc, des avoirs là, ça vous amène ça, mais ça se mesure aussi. Combien de membres de mes comités de direction étaient présents dans mes présentations d'analyse de cause? Mesurez-les, puis on va les tenir imputables. Si c'est un objectif que je veux donner à mon VP Funk, bien, ça va être celui-là. Je veux juste que tu sois là. Parle pas s'il faut, mais sois là. Pose une ou deux questions. Puis encore là, s'il n'est pas trop, il est un peu gêné, dis quelles questions poser. Un VP n'importe quel qui pose une question à un directeur d'usine ou un coordonnateur santé et sécurité, les yeux y ouvrent. Puis vous allez le subir peut-être, mais vous êtes capable de l'encourager, vous n'aurez pas à le subir. Parce qu'ils vont le faire pour vous. C'est ça qu'on veut. Combien de communications ils ont faites et participation au comité SST. Donc, l'exemplarité du leadership, c'est un indicateur avancé de performance SST. Pas toutes les compagnies sont assez matures pour être là, mais si vous êtes capable de le faire avec au moins un ou deux membres de vos comités de direction, c'est très, très winner. Ça passe un mot du beau message, puis les gens vont vraiment croire que quand on dit que c'est important, c'est vraiment important. Donc, la conclusion, les KPI, ce n'est pas ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on fait avec qui est important. Okay? C'est ce qu'on décide de faire ou ce qu'on décide de ne pas faire. Mesurer le passé, c'est nécessaire, c'est des faits. Puis encore là, c'est la consolidation de tout ce qu'on fait se retrouve dans « j'ai pas d'accident » ou « j'en ai plein ». Mesurer ce qui prévient l'accident, par contre, ça, c'est vital. Puis les meilleurs KPI vont provoquer des vraies conversations, vont encourager la transparence plutôt que la méfiance puis cacher ce qui se passe. Ça va renforcer vos comportements sécuritaires. Ça force à l'action, même sans urgence. Je n'ai pas besoin de blesser quelqu'un pour faire une action puis m'améliorer et même aller chercher de l'argent. J'ai besoin de 50 000 $, boss, pour ce projet-là. As-tu des accidents? Non, tu n'as pas d'argent. C'est pas ça qu'on veut. J'ai besoin de 50 000 boss pour ne pas avoir d'accident. Ah, good! C'est vraiment un changement total, mais c'est très faisable parce qu'on y est arrivé. Puis si ce que vous essayez de mesurer vous rend inconfortable, vous êtes sur la bonne piste. OK? Si vous trouvez ça tough à essayer de comprendre comment je vais mesurer cette affaire-là, vous êtes sur la bonne piste. C'est ça qu'on veut. Mesurer le passé, c'est facile. C'est notre zone de confort. Mais mesurer ce qu'on doit faire, parce que là, je te demande des comptes, là. Tu vas faire quoi? Tu vas corriger, tu vas bosser de 30 à 25 dans ces investissements-là, je vais te mesurer là. Inconfortable là, pour tout le monde, mais important. Puis ça garde la sécurité en avant-plan en tout temps. Donc, ce qu'on mesure détermine ce qu'on valorise. C'est quoi nos valeurs? On a parlé un peu tantôt aussi. Ce qu'on va discuter, puis ce qu'on va faire.